Et bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire avec Michel sur la thématique de l'ABM. On va laisser encore quelques secondes pour démarrer à plein. Et puis peut-être commencer à se présenter le temps que nos participants arrivent. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, très bien. Écoute, je te laisse te présenter en premier. Allez. Donc, moi, je suis Xavier Pollic, je suis CEO de GetQuanti, qui est une plateforme marketing en SaaS, B2B. On vous expliquera tout à l'heure comment on accompagne à peu près un petit millier de clients pour les aider à mieux performer, mieux tirer parti de leurs ressources digitales, de leur site web, et notamment pour performer dans leur campagne ABM. Merci Xavier. Donc moi, je suis le CEO, on est entre deux CEO du coup aujourd'hui, de Winband, qui est du coup une agence B2B. Donc nous, on met en place des stratégies digitales, marketing et commerciales pour développer le business de nos clients. Et on fait partie d'un groupe qui s'appelle MV Group, qui réunit 12 sociétés qui accompagnent l'ensemble des clients français sur leur parcours d'achat et de vente. Et donc aujourd'hui, on va être sur un sujet qui nous est cher, c'est l'account-based marketing et qui se traduit beaucoup par les stratégies marketing sur les comptes stratégiques. Et donc, nous serons à peu près une petite centaine de participants qui, je l'espère, on vous invitera à vous manifester, à interagir, nous poser des questions en fin de webinaire. On va essayer d'être concis sur la partie présentation pour qu'on puisse pas mal échanger avec vous sur cette problématique d'ABM. Donc, en général, des profils marketing, voire commerciaux, de tout type d'entreprise. Exactement. Donc il est 14h02. On démarre, Xavier? Oui, on peut peut-être parler un tout petit peu du programme et puis Voilà. ensuite on démarre. Ok, donc au programme, alors on va rappeler ce qu'est l'account-based marketing. Ça reste une stratégie très développée outre-Rhin, mais qui n'est pas forcément beaucoup développée en France. Donc, rappeler les basiques, comment ça fonctionne, comment on peut justement mettre en place ce type de stratégie sur les grands comptes. Ensuite, en deuxième partie, rappeler ce qu'est l'IP tracking, qui est aussi du coup ta spécialité, Xavier, et qui nécessite sans doute encore d'être évangélisé pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, on a été regarder effectivement les bonnes et les nouvelles pratiques qu'on peut avoir en termes d'ABM et de nouvelles tendances marketing. On vous ramène donc quelques chiffres clés qui viennent de baromètres ou d'études ABM qu'on a pu faire. Et après, l'idée, c'est de discuter avec vous effectivement comment on peut exploiter le levier IP tracking en signal d'affaires versus des formules aujourd'hui très nouvelles sur le business qui se coupent très très bien avec l'ABM. Donc voilà, on va vous raconter tout ça. Et n'hésitez pas, comme tu le disais Xavier, à poser vos questions. C'est parti. Je propose qu'on démarre du coup. Et c'est toi qui introduis. L'ABM. Alors, l'ABM Kesako, très bonne question. Alors, je vais faire un petit parallèle parce que souvent, on oppose des stratégies que je n'oppose pas du tout. Je vais vous parler d'inbound marketing et d'ABM. L'inbound marketing, c'est un peu la pêche au filet. Je vais aller chercher un DRH, je vais aller chercher un DSI, je vais aller chercher un directeur marketing. Massivement, je vais du coup animer mes réseaux sociaux, mon blog expert métier, mon site internet, et je vais donc l'attirer à venir lire des contenus que je diffuse. Et donc, je vais écrire des contenus par campagne et des contenus très customer-centriques qui répondent aux problématiques de mes prospects. Et donc, je vais les attirer et ils vont lire des contenus intéressants, ils vont trouver que je suis pertinent et donc, ils vont accepter de laisser leurs coordonnées dans des formulaires et ils vont lire de plus en plus de contenu. Je vais les scorer et mettre dans les mains des sales, des prospects chauds, qualifiés, prêts à être contactés. Et donc, on est beaucoup plus sur la partie un peu masse quand même du persona qu'on vise, alors qu'en account-based marketing, on va être à la pêche à la ligne. On va identifier des comptes et de plus en plus des listes de comptes que je cible. Et je vais aller chercher du coup de la connaissance sur ces comptes et on va un petit peu détailler le sujet juste après. Et je vais faire des campagnes ultra personnalisées pour aller créer de la chaleur et derrière décrocher des R1, des rendez-vous. Donc, il ne faut pas opposer ces stratégies, ce que j'entends beaucoup dans les prises de parole. Moi, je ne les oppose pas parce qu'en fait, on va aujourd'hui s'apercevoir qu'on a des clients qui font de l'inbound marketing. Et puis, une fois qu'ils sont matures, au bout de 2-3 ans, ils vont aller faire des stratégies ABM sur le haut de portefeuille. Ou autrement, je ne vais faire que de l'ABM parce que je suis sur un marché de niche. Mais comme je dois avoir quand même une empreinte digitale sur mon blog et mon site, je vais réexploiter des contenus ABM en inbound pour nourrir mes réseaux sociaux et mes blogs. Donc, surtout, je n'oppose pas ces stratégies.
je déploie la bonne stratégie et surtout le budget, je dirais, sur le bon levier qui fonctionne. Voilà ce qu'on peut se dire en introduction et je vous propose de rentrer dans le détail de l'ABM. L'ABM, donc, c'est une stratégie et une approche B2B principalement et qui consiste en fait à concentrer ses efforts commerce marketing sur des comptes cibles. C'est-à-dire qu'en fait, là où effectivement on faisait de la masse, ça fait quand même 10-15 ans qu'on n'en fait plus et qu'on est sur des stratégies très abouties versus persona, versus vertical, etc. Et donc, mes investissements sont mesurables par le digital et ou les tableaux de bord, les outils qu'on a aujourd'hui avec des CRM. Et donc, je peux mesurer les actions que je fais. Et donc, c'est ce qui fait que j'utilise le bon levier. Et donc, en ABM, on va se concentrer sur des comptes cibles à fort potentiel. C'est vraiment ce qui fait la différence dans cette stratégie, c'est que je vais travailler sur du potentiel. Et pour décrocher des rendez-vous, si vous voulez aujourd'hui décrocher des rendez-vous chez des grands comptes, il va falloir créer une attraction vers votre offre, vers votre proposition de valeur forte. Et donc, c'est là qu'on va parler de campagne hyper personnalisée afin d'obtenir des rendez-vous avec le bon décisionnaire. C'est-à-dire qu'on va aller aussi travailler ce décisionnaire, mais on va le détailler un petit peu plus loin. Le but, c'est compte à fort potentiel. J'appelle ça des fois des coffres forts. Donc, c'est un peu la notion de coffre-fort avec la personnalisation de la relation client. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, dans toutes les études qu'on peut faire, il y avait du coup un baromètre la semaine dernière qui était présenté sur l'omnicanalité, qui était du coup fait par pas mal de partenaires. Et il mettait en avant du coup l'axe premier, c'était la personnalisation de la relation client comme axe majeur 2023. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est un enjeu qui est majeur. Comment on fait ce qui se passe, en fait, si vous voulez, c'est que quand on fait de l'inbound marketing, pour faire un parallèle, on va générer des leads, on va les transférer aux commerciaux et puis on va former les commerciaux à traiter ces leads. Ce qu'on dit souvent, des règles de succès de l'inbound marketing, c'est l'alignement sales et marketing. Désolé pour les acronymes qu'on appelle le smart marketing. Le smart marketing, c'est d'aligner les deux. Quand on aligne les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné des objectifs au commerce. Vous devez traiter les leads dans la journée ou dans les 4 heures. On va donner des objectifs au marketing. Vous devez nous fournir des leads ou vous devez, en tous les cas, délivrer des clients qui parlent à la cible et qui les intéressent. Et donc, on va construire un contrat marketing et commercial et qui va du coup faire en sorte que la chaîne de valeur soit de bonne qualité. Mais ce qui se passe souvent, c'est que malgré tout, il y a des silos. Et donc, ces silos font que le marketing bosse dans son coin, le commerce bosse dans son coin, et puis quand ils se croisent, les leads que vous nous envoyez, ils sont pourris, et puis le marketing dit, vous ne rappelez pas nos leads, pour faire un peu de caricature. Et donc, on travaille souvent sur l'alignement qu'on a du mal à avoir. Là où l'ABM a, le goût et la saveur de l'inbound, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'alignement, parce qu'en fait, ce sont les commerciaux qui vont déployer le plan marketing ABM. C'est eux qui vont être à déployer les emails, et ils vont être au contact très, très court de l'action marketing et commerciale. Donc là, il y a un vrai changement sur les messages qui sont envoyés, sur l'expérience prospect unique qu'on propose, parce qu'effectivement, on est dans l'action de prospection et de prospect. Donc, c'est beaucoup plus raccourci et la fusion est beaucoup plus forte, même si elle aurait tout intérêt à être la même en inbound marketing. Donc, voilà. Peut-être juste pour ajouter, pour corroborer ce que tu dis, une des difficultés qu'on a souvent, nous, quand on accompagne nos clients sur la première partie de l'inbound, c'est de se mettre d'accord, on va dire, sur les critères de lead entre marketing et commerciaux. L'avantage de l'ABM aussi, c'est que ce point-là est résolu au départ, puisqu'en fait, on part de listes qui sont bien identifiées. Donc, après, il y a toute la mise en œuvre de la stratégie, mais ça a au moins le mérite de forcer l'alignement sales marketing au départ. Tu as complètement raison, c'est qu'effectivement, le kick-off de départ en ABM se fait avec l'équipe commerciale et l'équipe marketing, alors que souvent, le kick-off en inbound marketing se fait qu'avec le marketing. Donc, effectivement, on voit bien qu'on a un alignement beaucoup plus fort, alors qui crée aussi la valeur de la stratégie, parce que du coup, on apporte plus de valeur, plus de soutien à l'équipe commerciale et plus de compréhension des problématiques parce qu'on a choisi les listes ensemble. Donc, effectivement, c'est un gage de succès. Quelques chiffres clés quand même à retenir sur l'ABM. C'est des études qui ont été faites. 50% de temps gagné par les équipes commerciales en prospection. Forcément, vous ciblez mieux, vous avez des campagnes hyper personnalisées sur les bons contacts au bon moment. Mécaniquement, il y a moins de déperdition à la prospection.
Deuxième intérêt de ces chiffres, c'est l'amélioration du taux de closing. On note une très forte amélioration du taux de closing, qui est un sujet du moment. Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui génèrent des leads et qui n'arrivent pas à améliorer le taux de closing. Donc, en fait, il y a un peu de déceptif sur le tableau de bord final. C'est pour ça que nous, on accompagne aussi les commerciaux par des formations. On a un centre de formation pour justement améliorer ce taux de closing. Et l'amélioration de la valeur du cycle de vie du client à 80%. Et moi, je dirais aussi un élément qui n'est pas dans l'étude, mais qui est très intéressant, qu'on voit chez les nombreux clients qu'on accompagne en ABM, c'est quand on fait bien le kick-off et la démarche ABM, on va retravailler la proposition de valeur. Et plus on bosse la proposition de valeur avec toujours en tête que l'ABM, c'est hyper personnalisé, et ben, plus on a de chances, quelque part, de créer de l'attrait et de l'attraction dans notre scénario d'ABM. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est proposition de valeur, qualité de la liste de départ et alignement plus, je dirais, à 110% pour garantir du coup l'action qui est menée. Parce que, encore une fois, si on regardait les KPI, ben, vous allez avoir en inbound un coût du lead et en ABM, on va être très focus coût du R1. Donc, en fait, on ne va pas comparer la même chose. Par contre, on va comparer quelque chose qui est beaucoup plus proche du terrain et qui, en termes de coût, est assez proche d'ailleurs du coût d'un R1 d'un salon dans les proportions de budget, mais ça fera peut-être partie des questions que vous poserez. Alors, 3 niveaux d'ABM qui existent. On a à peu près 3 niveaux d'ABM assez courants. On a le one-to-one. Le one-to-one, c'est que j'attaque un compte, 5 comptes, 10 comptes, 20 comptes. Donc, je veux aller décrocher ces comptes. Je fais de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, je vais étudier chaque compte pour savoir c'est quoi les enjeux des comptes et comment je pourrais percer ce compte. Et je vais mapper, on va en parler tout à l'heure, du coup, ce compte avec les bons décisionnaires. Et je vais créer, par contre, des scénarios dont le contenu peut être différent pour chaque contact du compte que je vise. Donc, c'est là qu'on est dans l'hyper-personnalisation, contact par contact. Deuxième sujet, c'est le one-to-few. Le one-to-few, pour rendre du coup cette notion compréhensible, c'est globalement une verticale. Je vise 100 comptes, 200 comptes dans le même domaine d'activité, et ben mon contenu sera commun à la verticale, à part que la personnalisation des premières pages, des emails, des courriers ou de tout ce qui pourrait, en tous les cas, mettre en scène mon contenu, sont différents et sont personnalisés et s'adressent à une personne. Et le one-to-many, je vais être sur des volumétries de 500, 1000, 2000, 3000, dont l'IP tracking est une stratégie qui peut être traitée du coup en one-to-few et en one-to-many. On peut vraiment la traiter dans les deux. Et le one-to-many, c'est plus massif. On va retrouver des techniques comme le programmatique, on va retrouver des techniques comme du coup l'email sur LinkedIn, etc. Donc, on va avoir des stratégies plus massives, moins personnalisées. Malgré tout, on peut personnaliser avec des prénoms, etc. Ça marche toujours. Mais effectivement, on va être plus massif. Donc, on a une granularité de la personnalisation qui est un peu différente. Donc, voilà 3 approches qui fonctionnent, hein, qui s'adaptent complètement aux univers clients. Et donc, ça fait partie des kick-offs de démarrage d'une stratégie ABM, c'est de définir la stratégie, je dirais, business model que vous avez. Est-ce que vous voulez attaquer quelques grands comptes, une verticale, massivement des comptes, aller, comment dire, en complément d'une stratégie déjà existante sur l'inbound marketing. Donc, on va définir ça et on va définir et affiner la stratégie ABM à mettre en place. Quelles seraient les raisons de faire de l'ABM? Alors, c'est ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Ça peut être au niveau du plan stratégique. J'ai dans mon plan stratégique étudié du coup tout mon business model avec les paniers clients, les clients qui consomment le plus mes prestations, ceux qui achètent de l'upsell, etc., etc. Et quand j'ai cette analyse-là, bah, je peux définir du coup ma stratégie. Est-ce que je vais aller attaquer des grands comptes pour niveler du coup le panier moyen client? Est-ce que je vais attaquer des grands comptes parce qu'aujourd'hui, on a fait le plein sur certaines verticales? Est-ce que c'est des potentiels de marge brute qui m'intéressent dans mon business model? Et donc, j'ai un vrai travail à faire sur une stratégie ABM. Est-ce que c'est un nouveau territoire? Je lance des nouveaux produits. Est-ce que c'est un nouveau secteur? Est-ce que c'est quelque part une verticale sur des comptes similaires? J'ai gagné 6 comptes identiques dans un domaine. Bah, pourquoi pas aller en chercher 100? Parce que j'ai un cas client concret, des témoignages clients. Est-ce que c'est de l'upsell? Est-ce que c'est du cross-sell? Ou est-ce que c'est lié à une offre de produits, services? Alors, autant de raisons qui font que l'ABM peut s'adapter et on doit challenger un petit peu les choix de la stratégie qu'on a par rapport à cette roue pour du coup avoir une vraie vision aussi stratégique.
hein. Donc, il ne s'agit pas juste de se dire que c'est un levier, ça rentre dans la stratégie d'acquisition. On parle souvent de quelques termes, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si effectivement, des fois, les acronymes peuvent rendre un peu abstrait. On parle beaucoup de persona en inbound. On va plutôt parler d'ICP, le client idéal fictif que je vise. Et je dirais que le persona, c'est plutôt la personne que je vise. Donc l'ICP, c'est important. Il y a on a comment dire, des méthodologies pour définir quel est mon ICP, en regardant les chiffres d'affaires, en regardant les effectifs des entreprises, etc. C'est un passage obligé quand même pour bien définir qui je cible, qui je vise et les chances de business que j'ai potentiellement. On va travailler sur les fonctions clés. Donc, ce qu'on ne fait pas en inbound. En inbound, on est focus persona. Là, la vraie différence, comme on va mapper le compte, on va travailler sur les fonctions clés en plus. Donc, les fonctions clés, c'est les décisionnaires que vous avez habituellement en contact. Donc, ça se récupère dans vos CRM. Et on va venir compléter ces décisionnaires pour, du coup, affiner complètement la démarche ABM. Et puis derrière, il faut analyser le compte. C'est quoi le potentiel de ce compte? C'est quoi l'actualité du compte? Et donc là, on commande. On a une cellule en intelligence commerciale. On va lui commander des études de compte. Et ils vont étudier tout ce qui se dit à l'Assemblée générale de l'entreprise, les interviews, les conférences, tout ce qui est publié, les articles. Il va y avoir un vrai travail de fait pour avoir une vraie analyse du compte et pouvoir contextualiser ma campagne ABM. Je vous rappelle, un mot-clé, l'hyper-personnalisation. Et derrière, on va cartographier un cercle de décision. Et donc, le succès de l'ABM, c'est d'attaquer des comptes élargis. Je ne vise pas du coup qu'un contact, mais je vise des contacts. Et ça me permet d'avoir plusieurs portes possibles qui s'ouvriraient et qui me permettent de rentrer dans le compte. Peu importe à la limite le contact qui réagit, l'intérêt c'est de rentrer. Et donc on a un travail de compte décisionnaire et de compte secondaire pour aller chercher justement le bon contact. Comment on va faire derrière? On va créer des scénarios, je vais vous en montrer un tout à l'heure, mais on va aussi construire une stratégie éditoriale. Quel contenu adapté je vais pouvoir pousser pour toucher mes cibles parce que je fais de l'hyper-personnalisation. J'ai envie de dire on peut en faire dans tous les supports. Ça peut être des articles de blog, des emails, ça peut être un site dédié pour une campagne uniquement, ça peut être un podcast personnalisé, ça peut être des landing pages traqués, ça peut être des box, des brochures vidéo. Donc, il y a une panoplie très importante de leviers possibles pour créer de l'engagement et créer l'effet waouh qui est attendu souvent d'ABM pour aller décrocher ces rendez-vous. Et donc, derrière, on va scénariser l'envoi de chaque contenu et chaque étape pour chaque contact visé. Et donc, on va créer des scénarios qu'il faut après déployer avec rigueur. Et on va mixer du support, on va mixer des réseaux sociaux, du support print, du support digital et du call. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment avoir un mix qui fait qu'on va aller créer de l'attraction sur la cible et décrocher les rendez-vous. Dans les métriques, on peut avoir des belles campagnes qui font qu'on va décrocher 14 rendez-vous sur 20 attaqués. Donc, on peut avoir vraiment des belles opérations. Je me rappelle d'une opération faite avec la Poste Solutions Business où on a décroché 14 rendez-vous sur 20. Et donc, on avait créé effectivement un très beau scénario, très attractif qui a apporté du coup vraiment du succès. Et quand on fait du one to few sur des verticales, c'est pareil, on attaque sans compte. Sur 100 comptes, on peut très facilement aller décrocher entre 12 et 20 rendez-vous. On a même une formule d'ailleurs sur 100 comptes où on promet, on se donne un objectif de résultat, pas de moyens, et on va décrocher systématiquement 12 rendez-vous sur 100 targets. Donc voilà un petit peu ce qui se fait. Et il y a un point important en ABM, c'est la relance téléphonique. C'est-à-dire que tout scénario, c'est un peu une discussion off avec Xavier à l'instant sur des tactiques et des pratiques. Et donc, c'est vrai que quand c'est tellement quali qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche et on va forcément vers une prise de rendez-vous ou une rencontre sur un salon ou une invitation VIP pour se rencontrer. Mais on est bien évidemment dans de l'humain et donc on revient sur l'humain. En résumé, on vise l'efficacité, on privilégie des comptes stratégiques et moins de quantité de qualité. On approfondit la connaissance cible pour mieux connaître et déceler les enjeux. C'est extrêmement important pour une bonne stratégie. On scénarise des stratégies éditoriales personnalisées, je dirais même ultra personnalisées. Et en somme, on aide les commerciaux à créer de la valeur dans la vente. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire sur la partie ABM. Bien évidemment, on répondra à la fin à vos questions. Et je laisse du coup Xavier nous expliquer comment on peut mixer de l'ABM avec de l'IP tracking. Absolument, merci beaucoup Michel pour vraiment
aperçu rapide de ce que tu fais au quotidien avec tes clients. On reviendra tout à l'heure sur la partie échange sur comment ça peut s'appliquer chez vous et on reviendra aussi sur les quelques questions qui ont été posées sur le chat. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous parler effectivement d'outillage et comment on peut essayer de mettre en œuvre ces campagnes et cette stratégie ABM avec la technologie qu'on a effectivement développée chez GetConti. Alors, si j'arrive, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par IP tracking et comment elle va venir au service de ces stratégies? En fait, c'est une technologie qui permet d'identifier sur des parcours clients sur un site web et par extension sur des interactions digitales sur réseaux sociaux, email. En fait, ça va identifier quelles entreprises réalisent quelles interactions et avec de l'intelligence artificielle, on va agréger toute cette information et en déduire le niveau d'intérêt, le niveau de maturité à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau individuel des parties prenantes, ce qui nous permet en fait d'avoir une lecture de ce qui se passe sur votre site web beaucoup plus fine, beaucoup plus focalisée. Et en l'occurrence, quand on l'applique à l'ABM, on va concentrer l'analyse sur ces fameux comptes clés qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, l'IP tracking va venir en fait outiller et permettre de regarder spécifiquement ce qui se passe sur ces comptes qu'on essaye d'engager. Et donc, ça se passe de manière totalement transparente sur votre site web, puisqu'on va intégrer un outil transparent comme Google Analytics, sauf qu'on a chez nous des bases de données qui permettent de recroiser, on va dire, des adresses IP, des cookies, avec des bases d'entreprises que l'on prend soin de qualifier, d'enrichir avec des données de type code NAF, activité, localisation, de manière à pouvoir se remapper sur les entreprises qui vous intéressent, en particulier ces fameux comptes ABM. Donc, quand on travaille sur de l'ABM, on va même précharger une liste d'entreprises et c'est notre plateforme qui va se charger de regarder spécifiquement ces entreprises. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles viennent sur votre site web? Eh bien, elles vont réaliser des consultations spécifiques, des parcours qui vont se déplacer au fur et à mesure des interactions commerciales et marketing vers des choses de plus en plus chaudes dans notre jargon, c'est-à-dire qui révèlent davantage un intérêt à passer à l'action commerciale. Et en fait, c'est la plateforme elle-même qui va analyser en continu et permettre de faire un peu ce tri, que ce soit sur de l'inbound, sur de la masse, ou même sur des comptes qu'on a sur des campagnes ABM, et de pouvoir aussi identifier progressivement les entreprises qui viennent sur votre site. Donc, l'IP tracking ne s'applique pas spécifiquement à l'ABM, mais permet déjà d'avoir un premier niveau de tri. Et quand on et d'alimenter directement, finalement, le CRM ou les commerciaux avec des leads préqualifiés. Donc, ce qu'on appelle plus communément, on va dire des MQL, Marketing Qualified Lead. Et c'est la technologie qui vient au service des équipes qui font que, on va dire, la plateforme travaille pour elles, une fois qu'elles ont bien défini ces fameux critères de persona qu'on évoquait tout à l'heure avec Michel. Et on va effectivement aller là où on va se rapprocher et où ça devient essentiel sur l'aspect ABM, c'est qu'on va aller très très loin finalement dans l'analyse du parcours de navigation. On va pouvoir finalement historiser l'ensemble des interactions réalisées par des personnes différentes. Et c'est là qu'on rentre dans le côté influence et analyse du compte, et non pas analyse de parcours individuel. Avec des technologies et des bases de données comme on en dispose, on va être capable de voir, de visualiser finalement que le compte progresse dans sa connaissance de votre offre, de nouvelles personnes viennent découvrir certaines parties de votre site, et on va, avec des techniques notamment d'ailleurs de reciblage, pouvoir identifier même dans l'organisation qui s'intéresse à vos offres. On va créer une vue, on va dire, en 360 des entreprises qui vous intéressent, avec une historisation finalement de ce qui se passe. Souvent, les outils de type Analytics, on regarde la dernière action qui a été faite. Nous, on a observé notre savoir-faire, c'est plutôt de regarder sur des temps plus longs. Et donc, on voit notamment des graphes de maturité. On crée des représentations qui vont vous aider à mieux qualifier finalement le niveau d'intérêt de vos comptes et mieux articuler vos campagnes marketing et commerciales. Et on a également des outils dans la plateforme qui vont aider à finalement faire le cran d'après. Donc, du retargeting email ou LinkedIn, dans lequel on va aller finalement renvoyer un email ultra ciblé à certaines parties de l'organisation dès lors qu'on voit qu'elles reviennent sur votre site web.
mais également on parlait d'expérience personnalisée tout à l'heure avec Michel, on développe énormément d'outils de personnalisation en temps réel, que ce soit des pop-up, que ça puisse être un chatbot qui va tenir compte finalement du visiteur, et donc de créer une vraie expérience personnalisée, d'apporter par exemple le contenu, le business case particulièrement pertinent par rapport à l'activité du visiteur. Et c'est ça qui va derrière générer de nouvelles interactions, faire accélérer votre pipe sur ces comptes clés. Et effectivement, il y avait une question dans le chat, comment on fait pour étendre finalement son empreinte chez des comptes sur lesquels on veut travailler. On va également participer à cela en fournissant en analysant les profils LinkedIn notamment de ces entreprises, en les catégorisant et en vous permettant d'intégrer dans des scénarios des décideurs ou des influenceurs de ce que vous faites automatiquement, et finalement d'étendre vos bases de données de prospection, que ce soit avec de la donnée publique qu'on va identifier pour vous, on va faire gagner du temps, ou même en partenariat avec des plateformes comme Nomination, par exemple, qui est souvent utilisée sur des stratégies ABM, parce qu'elles permettent aussi, en complément, d'identifier des fonctions clés dans les entreprises. Donc, nous, on sert derrière finalement d'assistant à la prospection. On met à disposition notre technologie et maintenant notre savoir-faire, parce qu'on a équipé plus d'1 millier de clients à date sur un dispositif extrêmement verrouillé au niveau RGPD, pour que vous soyez finalement, ou des partenaires comme Winbond qui travaillent pour nos clients, qu'ils aient tous les outils de mesure et d'action pour finalement appuyer leur campagne. Et donc, si on regarde comment spécifiquement l'IP tracking va travailler sur l'ABM, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on va précharger dans la plateforme la liste des entreprises ou des critères très fins que sur lesquels vous souhaitez porter votre analyse. On va du coup, en filtrant finalement tout le reste, pouvoir mesurer l'impact de vos actions. Donc, on va pouvoir tracer si vous faites des actions sur un webinar, puis derrière une campagne LinkedIn d'influence, un salon. Finalement, on va vous donner cette vision sur votre compte clé de ce qui fonctionne ou pas. Ça permet d'ajuster peut-être en fonction et de personnaliser encore les moyens d'action. Et on va également étendre la capacité d'influence avec ces actions de reciblage, où on va pouvoir embarquer 1, 2, 3, 5 personnes supplémentaires dans les scénarios qui vont du coup encore accélérer l'efficacité de votre campagne ABM. Donc moi, je vous donne quelques cas clients pour vous situer un peu comment nos clients utilisent. Par exemple, dans le domaine de l'automobile, on a effectivement une catégorie de comptes qui sont particulièrement intéressants. Ce sont les gens qui gèrent des flottes automobiles, surtout en ce moment avec le passage à l'électrique, elles sont en ébullition. Et donc, tous les constructeurs ou opérateurs du secteur cherchent en priorité à se connecter à certains décideurs de l'entreprise, de certaines grandes sociétés. Et donc, typiquement, c'est des choses qu'on fait pour elles, où en fait, on va charger leur liste et également les coupler avec de la donnée extrêmement segmentante de type gestionnaire de flotte automobile, ce qui permet derrière, en couplant avec des bases type nomination, d'aller réellement avoir des scénarios qui s'exécutent spécifiquement sur ces personnes et spécifiquement sur ces comptes. De la même manière, sur un autre secteur sur lequel on est sur des marchés finalement grands comptes, et où le marché est bien identifié, mais la difficulté, c'est d'arriver au bon moment. Un de nos clients comme TVH Consulting, avec lequel je partageais le cas il y a quelques semaines, expliquait qu'ils avaient gagné 6 mois sur la détection des projets ERP. Donc, un ERP, ça ne se change pas du jour au lendemain, c'est des cycles très longs, c'est des très gros paniers, mais on est vraiment dans la logique qu'expliquait Michel, d'être au contact de ses clients, de pouvoir détecter quand les projets prennent vie. Et c'est aussi ça qu'on va permettre d'outiller, puisqu'on va finalement repérer des choses qui sinon passent totalement inaperçues quand on n'a pas les outils permettant de mettre sous supervision ces comptes-là. Et on travaille également avec, par exemple, des opérateurs téléphoniques, là c'était Orange, sur des offres très particulières. Tu disais que c'était un des cas tout à l'heure, Michel. Donc, par exemple, sur la cybersécurité, quand un opérateur lance
finalement une initiative sur une offre très spécifique, on a pu en fait spécifiquement sur cette offre-là repérer les fameux, finalement définir les 50 comptes clés qui étaient vraiment actifs, en recherche active sur le sujet, et ensuite enclencher. Donc, ça a été l'initiative derrière, enclencher une campagne spécifiquement sur ces comptes-là pour les engager, les mettre en contact des commerciaux. Voilà, donc on voit qu'on est vraiment sur des choses extrêmement concrètes et qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Michel, transposables dans beaucoup de vos activités, soit sur l'ensemble, sur votre cœur business, soit parce que sur une partie de votre activité, il y a besoin, vous avez envie d'aller focaliser une action sur, ou saturer un marché. Et donc, au final, en alliant, on a décidé avec Michel d'allier aussi nos forces et notre savoir-faire en vous proposant de superviser avec vous vos comptes clés, votre compte ABM. Donc, on a mis au point un package spécifique sur l'ABM qui va faire tout le cycle depuis l'analyse du comportement de ces cibles sur votre site web, avec, y compris même d'ailleurs sur les campagnes d'affichage ou d'acquisition. On va pouvoir mesurer l'impact de vos campagnes d'acquisition sur vos cibles. Quand elles viennent sur votre site web, on va optimiser l'engagement et la découverte de nouvelles personnes à embarquer. Et puis, en sortie du site, on met en place un dispositif avec du rappel. Et donc, l'équipe de Michel est capable d'aller jusqu'à générer ces fameux R1, ces rendez-vous qui vont activer finalement votre campagne ABM. Et donc, peut-être on peut en parler, Michel, quand un projet qui mélange, on va dire, cette technologie et ce savoir-faire, y compris sur toutes les campagnes ABM, ça veut dire qu'on va commencer par identifier avec vous et avec la méthodologie de Michel les bonnes cibles, les bons personas. Et effectivement, on est plutôt sur des comptes sur lesquels on va massifier, on va essayer de chercher des comptes à fort potentiel. Ensuite, derrière, on va mettre en place un dispositif entièrement managé pour vous. Donc, avec les équipes de Michel et les miennes, finalement, on va on va tuner en fait le dispositif pour qu'il soit le plus efficace en fonction de chaque cible, quel canal activer, et on va pouvoir monitorer ça en continu. Et puis, on va également, à travers ce dispositif, identifier les décideurs, les influenceurs, de manière à pouvoir accélérer l'efficacité des campagnes jusqu'à la prise de contact par les équipes de Winbond sous couvert du client, et de pouvoir finalement s'engager dans certains cas sur du rendez-vous sur un ensemble de comptes au départ. Donc, c'est vraiment l'année pour nous, 2023, sera une année, on a décidé d'investir aussi sur ce schéma-là, parce que c'est des choses qui sont peut-être plus connues outre-Manche, mais qui arrivent vraiment à maturité en France. On a aujourd'hui les outils de pilotage qui vont permettre spécifiquement sur des campagnes et sur des comptes clés d'aller analyser. Vous voyez, je vous donne quelques exemples. On peut aller voir jusqu'à quels mots-clés font faire venir spécifiquement la liste des comptes clés. Donc, on peut aller très, très loin chirurgicalement pour pouvoir orienter l'action. Et le message, c'était effectivement qu'on pense que c'est le bon moment, en tout cas d'y réfléchir, d'identifier peut-être dans la roue que vous a présenté Michel, est-ce que vous êtes dans une de ces situations, et on va pouvoir échanger ensemble sur comment peut-être on peut vous aider sur ces stratégies. Merci Xavier. Et du coup, on avait envie aussi de vous parler des nouvelles tendances, parce que du coup, un webinar doit être aussi frais. Et donc, on a regardé un petit peu les nouvelles tendances autour de l'ABM ou des nouvelles pratiques. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que 72% des décideurs utilisent aux États-Unis au moins 7 canaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, l'omnicanalité qui existe en B2C, elle est une réalité en B2B. Alors, on parle des fois de multicanal, mais là, on va parler d'omnicanalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réussir à conquérir du coup ces prospects, il faut être multicanal. Donc, il faut utiliser du print, du mail, des pop-up, etc., du chatbot. C'est-à-dire qu'en fait, le succès passe aussi par le multicanal, parce que chacun répond plus ou moins au choix d'un canal et d'un support. Donc ça, c'est un élément qui est important. C'est une vraie tendance B2B qui était jusqu'à présent B2C et qui du coup se mesure très régulièrement dans les campagnes. On a de plus en plus dans nos plans stratégiques clients
une multiplication des canaux pour augmenter les résultats. Deuxième élément qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en ABM, et c'est Emmanuel Obadia, qui est un grand spécialiste aussi de l'ABM pour l'avoir mis en place chez Oracle, il dit bien qu'effectivement, ce qui est intéressant en ABM, c'est le budget marketing dépensé sur des comptes cibles choisis. C'est-à-dire que oui, on ne va pas les comparer d'une stratégie ABM à des CPL en web marketing. Ça n'a aucun sens, ou à un coup de lead en inbound. Aujourd'hui, puisque j'ai vu la question passer du coup dans le chat, quand vous allez sur un salon, le coût moyen d'un R1 sur un salon, c'est 3 500 euros. La moyenne du nombre de rendez-vous pris sur un salon pour lequel on va faire du business, c'est 10. Et donc, un salon en moyenne coûte 35 000 euros. Donc, aujourd'hui, on va avoir des budgets en termes de R1 qui vont partir de 500 euros. Et moi, j'ai des clients qui m'ont acheté des rendez-vous à 20 000 euros. Donc, ça peut surprendre. La moyenne, par contre, est plutôt autour de 1 500 euros en termes de R1. Donc là, ça dépend aussi de l'enjeu qu'on a en termes de marge brute, si c'est l'objectif qu'on vise. Un autre élément qui est intéressant, c'est la partie RGPD. Elle a freiné globalement le marketing de masse. Elle freine quand même des tactiques sur les emailing, etc. Là, on est sur on fait du cousu humain. On va attaquer 20 comptes en one-to-one, 200 comptes en one-to-few, et puis on va attaquer 300, 500, 1000 comptes en one-to-many. Donc, on est pile poil dans ce que veut la RGPD. La RGPD en B2B, elle n'est pas là pour freiner le business. Je veux dire, aujourd'hui, elle ne peut pas vous interdire d'aller voir des clients. Par contre, elle vient apporter des méthodes beaucoup plus ciblées, beaucoup plus à valeur ajoutée, et pour lequel il y a un vrai consentement dans l'approche, tellement elle est qualitative du prospect visé. Et donc, ça, c'est un élément important. Ce n'est pas une réponse à l'RGPD. Et donc, c'est Emmanuel Servet, CMO de Direct Skill, qui aborde aussi ce sujet de ciblage et de qualité de ciblage, qui est extrêmement important. Si on regarde aux États-Unis, c'est un baromètre qui a eu lieu l'année dernière, justement, avec Winband et Nomination. On avait regardé un peu les thématiques fortes qui ressortaient en termes de tendance aux États-Unis autour de l'ABM. Et ce qui ressort fortement, c'est le customer centric. Donc, c'est être tourné client, répondre à ces problématiques. À 78%, quand on a fait la même chose en France, c'était 50%. Donc, je ne pense que ça ne fera que monter. Donc, on est très aujourd'hui dans les tendances omnicanalité, customer centric. Ce sont des vraies tendances à retenir. Et c'est ce qu'on évoquait avec Xavier à l'instant. Aux États-Unis, de plus en plus, les campagnes sont clés en main. C'est une vraie tendance. Vous achetez en fait des rendez-vous ABM. Et donc, c'est ce qu'on a construit du coup avec GetQuanti, avec Xavier, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des stratégies très personnalisées avec l'IP tracking et l'ABM sur un site internet, et puis avec toute l'approche qu'on peut avoir de personnalisation. Mais on peut aussi proposer, c'est vraiment nouveau sur le marché, clé en main des rendez-vous. Aujourd'hui, on peut vous proposer 20 rendez-vous clés en main sur vos cibles par rapport effectivement à la technologie de l'IP tracking et de GetQuanti. Il y a juste des prérequis, c'est qu'il faut un volume de visites qui avoisine les 50 000 pour pouvoir effectivement mettre en place une stratégie efficace et vous garantir les résultats, mais c'est clé en main. C'est-à-dire qu'il y aura un bonus-malus sur les rendez-vous obtenus ou non obtenus. Donc, on joue le jeu, c'est très innovant, c'est tout nouveau, c'est une vraie tendance aux États-Unis qu'on met en place en France avec GetQuanti et Xavier. Comment suivre l'ABM? Parce qu'il y a aujourd'hui l'intérêt, c'est aussi de vous approprier ce qu'on est en train d'évoquer. Il y a un podcast qui s'appelle ABM Experience, donc www.abmexperience.fr, qui est un podcast dédié aux stratégies de compte stratégique. Donc, c'est du coup vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à vous abonner, à l'écouter. Et puis, vous avez aussi du coup un livre blanc sur le site de GetQuanti. Hein, c'est ça, Xavier? C'est ça, tout à fait, oui. On a effectivement toute une section ABM sur le site et la possibilité et régulièrement, on contribue à des livres blancs autour du sujet. Certainement qu'on le fera encore cette année. La littérature ne manque pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement se jeter à l'eau. Et puis, on est là pour vous aider à le faire, justement. C'est ça. Alors, on a quelques questions. Je te propose du coup, Xavier, Oui. de prendre les questions, puis on va essayer d'y répondre. Alors, j'ai répondu à une déjà tout à l'heure, mais on peut Donc, aller le chercher. R1, c'était bien le premier rendez-vous par rapport à la première question. Exactement. Avec quel outil avais-tu modélisé, tu sais, ton bel exemple de scénario qui avait l'air joli? Lucidchart. Mais il existe plusieurs outils sur le marché. J'ai cru voir que quelqu'un parlait de Mero, je crois. Donc, il existe des petits outils qui permettent effectivement de faire ce type de scénario. Parfait. Alors ensuite, il y avait une question de Bénédicte sur l'origine des adresses ou des contacts, en fait, dans
dans tes scénarios ou dans les scénarios ABM, finalement, par quoi on démarre, si j'ai bien compris? Alors, par quoi on démarre du coup? On va démarrer vraiment, il y a un aspect quand même très stratégique en ABM. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se camper un peu sur l'ABM pendant un certain temps pour bien définir qu'est-ce que ça va apporter sur mon business plan. Et surtout, est-ce que les targets que je vise sont les bonnes? Parce qu'en fait, on s'aperçoit dans des entreprises, vous allez avoir des certitudes. Ah non, mais nous, la verticale qu'il faut travailler, c'est celle-là. Puis quand on regarde l'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, elle a peu de potentiel, ou elle est déjà très concurrentielle, ou ce n'est pas forcément celle où j'ai le plus de valeur. Et donc, il y a un vrai travail stratégique sur lequel il faut se poser. Donc ça, c'est le premier lieu. Après, c'est une fois qu'on a défini des comptes au début, c'est ce qui fait la différence en ABM, c'est qu'on travaille sur des comptes à l'origine. Et donc, on va travailler la connaissance de compte qui nous permet d'avoir de la donnée de personnalisation et de contextualisation pour attaquer le compte. Et après, je fais mon mapping, on en a parlé par rapport aux fonctions avec lesquelles je traite le plus souvent. J'élargis ce mapping pour avoir plus de chances de toucher mon compte et je vais chercher de la donnée, nom, prénom, fonction, mail, téléphone, etc. Et c'est des données qui sont publiques souvent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que souvent, ces comptes clés, alors si c'est vraiment soit c'est des gens qu'on n'a jamais vus, par exemple, tu parlais d'étendre en fait des jumeaux, enfin des sociétés similaires à ceux avec lesquels on a performé, soit ça arrive aussi souvent que vous ayez dans votre CRM déjà, en fait, vous avez déjà tenté en fait d'approcher ces gens-là, et donc vous avez des points de départ, mais qu'il faut peut-être rafraîchir, parce que vous savez qu'une base de contact, en un an, elle perd 25% de sa valeur avec les départs, etc. Donc, il y a effectivement un travail sur la qualité et le sourcing de données qui fait partie des choses qu'on prend en charge, soit avec nos outils ou des bases de données tierces. Et c'est toute l'idée, effectivement, de ne pas se cantonner au contact qui était présent dans le CRM et qu'on n'arrivait pas à joindre. Parce que si on s'arrête à cet aspect-là, effectivement, on n'est pas dans une logique de travailler au niveau du compte où là, comme tu l'avais montré, tu identifies les décisionnaires, les influenceurs. Il faut pouvoir réussir à toucher plus de monde. Et c'est ça aussi Exactement. l'idée principale, il faut étendre un peu. Et ça, on vous aide à le faire. En fait, les clés de succès sont là. C'est l'élargissement du compte, enfin des contacts du compte, l'hyper-personnalisation et une vraie strate qui répond à mes ambitions. Alors, je vais juste revenir sur le coût du R1 parce que peut-être que je n'ai pas été Oui. assez précis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, alors je donne souvent la comparaison versus un salon parce qu'on a beaucoup quand même culturellement aujourd'hui le coût du CPL dans les actions web marketing, le coût du lead et peu le coût du R1. Le moment où le coût du R1 est comparé, c'est sur un salon. Puisqu'en fait, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous dites je vais investir 35 000 euros. Je rappelle que c'est le budget moyen. Et le nombre de rendez-vous qualitatifs avec un potentiel business pris sur un salon, c'est 10. Donc là, on arrive à 3 500. C'était juste pour donner une jauge. Après, en ABM, vous pouvez avoir de l'ABM quick win, donc très efficace, campagne un peu moins personnalisée, et vous aurez un budget, je le précise, tout compris de 500 euros. Ce n'était pas un budget de prestation, c'était un peu le budget tout compris. La moyenne se situe plutôt sur des choses ultra personnalisées en one-to-one à 4 000 euros par compte. D'accord? Donc, ça veut dire ultra personnalisé, c'est peut-être un podcast unique par contact, et que ça, c'est des choses vraiment hyper abouties qu'on peut faire. Après, ça va dépendre en fait du potentiel business que vous avez derrière. Mais la moyenne va se situer, de toute façon, on va être dans des moyennes à 1 500, 2 000 euros. Ce qui fait qu'on peut mener des belles campagnes. Et puis, quand je fais du one-to-few sur 100, je vais réduire fortement du coup mon coût de R1. Mais par exemple, on sait qu'aujourd'hui, nous, on garantit, on a des quick wins garantis, c'est ce qu'on construit avec Xavier. On peut garantir aujourd'hui 12 rendez-vous, 20 rendez-vous, 50 rendez-vous. On connaît le coût de départ et nous, on garantit de décrocher ces rendez-vous-là par l'expérience qu'on a, les tactiques qu'on a. Et l'IP tracking, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un signal d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on discute avec des entreprises dans le B2B qui cherchent des signaux d'affaires. Le problème du signal d'affaires, c'est qu'hormis les appels d'offres, c'est plus difficile. On peut avoir les changements de poste un peu, mais aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, c'est que l'IP tracking crée un signal d'affaires d'une personne qu'on n'a pas identifiée à l'origine. Et donc, c'est un bon point de départ à partir du moment où la campagne qui va se dérouler derrière est à forte valeur ajoutée et qu'on aille jusqu'au bout d'une campagne. Et là, nous, ce qu'on veut garantir avec Xavier, c'est aujourd'hui, on garantit sur un package qu'on a co-construit ensemble 20 rendez-vous clés en main. On se donne une obligation de résultat et pas une obligation de moyens.
Alors peut-être je prends la suite que je vois des questions sur des solutions concurrentes ou des voilà, Salesforce, voilà, ici SalesNav. En fait, ce sont des solutions qu'on va activer. Donc, on ne se positionne pas exactement au même niveau, dans le sens où, bien sûr, dans la mise en œuvre de la campagne ABM, on va utiliser tous les outils à disposition. Donc, y compris, par exemple, des outils comme Sales Navigator sur LinkedIn, bah, sont des moyens de rentrer en contact avec les cibles. Un Wallaxy, c'est un outil qui va automatiser du retargeting LinkedIn qu'on va utiliser dans la plateforme. Si ces outils, une partie des outils qu'on incorpore nous, qui permettent d'éviter d'utiliser des plateformes quand on n'a pas de licence, mais si on les a, en général, on va plutôt utiliser justement les outils qu'on utilise déjà, des Lemlist, des Wallaxy ou autres. Donc en fait, on ne se situe pas du tout en compétition par rapport à ces plateformes-là, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avec Michel un dispositif complet qui va orchestrer ces différents outils qui sont souvent chronophages à paramétrer, qui ne communiquent pas bien ensemble. On va créer la glue qui va faire que sur ces comptes qu'on a identifiés ensemble, là, on va avoir une expérience continue qui va se passer à la fois dans la prise de contact LinkedIn et ou email, et ou quand les gens vont venir sur le site, ils vont recevoir une expérience hyper personnalisée avec une pop-up, un contenu qui va leur être proposé. Et finalement, c'est dans cette expérience personnalisée multicanal ou omnicanal, comme tu disais, Michel, qu'on va réussir à avoir de la performance, à l'opposition de multiplier chacun de son côté les différents outils qui ne communiquent pas entre eux. Donc, c'est un petit peu la différence entre une succession d'outils et une approche intégrée orientée vers la performance telle qu'on la propose avec Michel. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, on a des. Alors, j'utilise le mot stack, mais on a des stacks d'outils ou en tous les cas des écosystèmes d'outils qui existent chez nos clients. On fait au maximum avec les outils existants. Donc, si vous avez un Sales Navigator, un Wallaxy, on peut les exploiter dans ce type de campagne. Après, du coup, quand on parle de Salesforce, c'est plutôt une CRM. Aujourd'hui, il y a des CRM qui proposent d'avancer aussi sur l'ABM pour définir des comptes à attaquer. HubSpot le fait. Salesforce le fait aussi. Donc là, ça va permettre, quand on fait du one-to-one, de venir quelque part classer des comptes à potentiel qui me sont décrits. Et donc, on peut mixer des campagnes one-to-one et des campagnes clé en main, comme on le fait avec des rendez-vous clé en main avec GetQuanti, ou faire aussi du one-to-few. Donc en fait, on joue un peu des deux, on va définir ses axes et stratégies et on va prioriser sur l'année quelle est la bonne stratégie à quel moment. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on avance. J'avais une question, j'ai répondu dans le chat, c'était est-ce que du coup, quelque part, il y aurait une sorte d'accord sur des fees par rapport aux ventes ou pas? En fait, ce qu'on propose, c'est du bonus-malus. On s'engage, par exemple, à décrocher 20 rendez-vous de votre cible, du coup, par rapport à une campagne qu'on va mettre en place. Et si du coup, il a été prévu un certain budget, si on n'atteint pas les 20, il y aura un malus. Le budget sera moins cher que ce qu'il a été prévu. Alors, parce qu'il y a des coûts fixes. Il y a malgré tout des coûts fixes de techno, tout ça. Donc, ça ne peut pas être gratuit. Mais on joue ce jeu-là sur ce qu'on a construit ensemble. C'est effectivement, aujourd'hui, on garantit 20 rendez-vous sur une campagne, du coup, ABM techno IP tracking, clé en main sur vos comptes cibles. Et effectivement, pour répondre à Michael, oui, il te pose la question de savoir si tu crées bien, si c'est bien toi qui crée les contenus Oui, adaptés aux cibles visées. complètement. Donc, c'est là qu'effectivement, vous le comprendrez bien, il y a des variables. Ça ne va pas être le même coût de faire un livre blanc que de faire un podcast hyper personnalisé pour chaque contact. Donc, c'est là que se jouent en fait les variables de budget. Mais on peut faire vraiment des choses très sympas qui créent l'effet waouh attendu du coup dans la partie ABM avec des budgets raisonnables. Et puis, comme en plus, on a énormément de clients en France, il y a déjà des choses qu'on peut aussi industrialiser en termes de conception parce qu'on les a déjà fait plusieurs fois. Donc, mais il y a toujours en ABM cet effet waouh. Il faut créer de la chaleur comme on ne l'a pas fait avant. Donc, il faut créer en tous les cas une expérience prospect qui est unique et pour lequel le prospect, il y a assez d'intérêt pour qu'il accepte le rendez-vous. Voilà, c'est un petit peu la clé du succès. Petite question, il reste juste une question ou deux auxquelles on n'a pas répondu. Donc, Eric, qui était concernant comment on arrive à utiliser l'IP tracking sur du télétravail. Et puis, il y avait une question aussi
On me parlait aussi d'autres solutions de type Clearbit. En fait, donc c'est très simple, le télétravail, en fait, il est de plus en plus partiel dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se voyagent avec leur laptop, ils viennent en entreprise, ils repartent chez eux. Ça nous a permis de maintenir une vision de l'entreprise élargie. On a des techniques permettant de mémoriser l'identification d'un télétravailleur quand il revient au bureau. Et donc, on a finalement très peu de pertes. Avec le Covid, on craignait un peu ça et on s'est aperçu que finalement, il y avait très peu de pertes dans la capacité d'identification avec le télétravail. Et par rapport effectivement à d'autres solutions, j'ai cité tout à l'heure Salesforce, Wallaxy, donc si on prend Clearbit, qui sont des solutions plutôt de bas niveau pour récupérer des informations à partir d'IP, ça fait partie des éléments technologiques, encore une fois, qui sont intégrés dans le dispositif. La complexité pour un client, et c'est d'ailleurs souvent un des freins qui va faire qu'ils ne vont pas passer à l'action, c'est que pour orchestrer tout ça, aligner les différentes solutions, il faut quasiment être un spécialiste de chacun des outils, des couches basses jusqu'aux couches hautes, savoir rédiger des emails performants, des contenus. Et c'est bien cette expertise intégrée aujourd'hui qu'on essaie de mettre à disposition pour vous faire gagner du temps et de l'argent, plutôt que de passer un an à tester 5 solutions qui sont une partie de la chaîne. C'est plutôt de se dire, concentrons-nous sur les clients à plus forte valeur, comment on veut leur parler, qu'est-ce qu'on veut, et qu'on met un dispositif avec une équipe qui a ce savoir-faire et va éviter de passer par beaucoup d'aléas, sachant que de toute façon, c'est un travail continu, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas non plus un dispositif qu'on met au début, on ne le retouche pas pendant les mois où on travaille, puisqu'on va beaucoup analyser quel canal réagit, peut-être reconfigurer en cours de route. Et c'est là où c'est important d'avoir du savoir-faire pour ne pas s'arrêter au premier point de blocage. Donc, voilà le sens, en fait, d'associer nos forces pour vous, quoi. Oui, puis en fait, le problème des outils, c'est qu'aucun outil ne répond à tout. Donc en fait, alors nous, c'est nos métiers, hein, on teste beaucoup d'outils. Et en fait, on s'aperçoit que les outils, ça ne font que croître en volume. Et en fait, je veux dire, s'il y avait un outil magique, tout le monde l'aurait. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a choisi des outils performants par rapport à l'expérience qu'on a. Et donc, à un moment donné, on a fait tous ces tests. Moi, je fais partie d'un groupe, on a des services R&D, innovation. Donc, on teste des produits, on regarde. Et donc, ce choix, il est fait, il est pertinent souvent. Et l'idée, c'est qu'il vous amène à avoir du succès. Et donc, c'est ce qu'on veut pour vous. Donc, je pense que c'est un peu la conclusion qu'on peut faire, Xavier, c'est qu'en proposant une offre clé en main avec les rendez-vous, effectivement, je confirme à Mickaël que c'est 20 rendez-vous clés en main qu'on propose dans cette offre-là. Ça permet effectivement d'être vraiment dans cette tendance de se dire, moi, je vais acheter du rendez-vous comme je le fais sur un salon, par contre, avec un signal d'affaires à l'origine, et derrière tout un savoir-faire qui est déployé avec vraiment des experts qui font ça tous les jours. Et ça garantit, du coup, c'est pour ça qu'on arrive à garantir, on est les seuls aujourd'hui sur le marché, à garantir des rendez-vous clés en main dans des approches ABM. Et donc, c'est ce qu'on pousse, sur ce qu'on pousse en cette rentrée. Voilà, écoute, merci Michel. J'espère que voilà, ça vous a donné envie de vous jeter à l'eau. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous recontacter bien sûr à tout moment pour creuser, approfondir. Et puis, on sera ravis d'étudier si ce dispositif peut être mis en place chez vous ou répondre à vos questions tout simplement. En tout cas, on espère que ça vous a intéressé. Parfait, ça donne envie. C'était le but. On a déjà atteint un premier objectif, Michel. Eh super. En tout cas, merci à tous et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Merci et bonne fin de semaine. Au revoir.